Le match des coiffeurs, c'est mercredi, France-Tunisie. Et avec Maxime, nous allons vous proposer chacun l'équipe qu'on ferait démarrer si on était à la place de Didier Deschamps. Alors oui, Ce ne sont pas des informations. Et ce ne sont pas des informations et ce n'est pas l'équipe que va mettre Didier Deschamps ou qu'on l'on pense qu'il va mettre. C'est l'équipe que nous, on mettrait. D'ailleurs, on pourra peut-être parler de ça après pour se dire quelle équipe, selon nous, va-t-il mettre. Voilà. On démarre avec quelle équipe du coup? Par les gardiens déjà, peu importe. Non, mais on démarre équipe par équipe, Maxime. On a dit qu'on faisait pas par ligne, je te rappelle, on prépare quand même l'émission. Vas-y, va avec la tienne. Allez, j'y vais avec la mienne. Donc, dans les buts, Steve Mandanda. À droite, Benjamin Pavard, Varane, Upamecano, Camavinga. Au milieu, Guendouzi. Je garde Griezmann et je mets Fofana au milieu toujours. Et devant, un trio Coman, Thuram, Mbappé. C'est intéressant. Il y a pas mal de trucs sur lesquels j'ai hésité. Je vais vous donner la mienne maintenant. Vas-y. C'est parti. Alors, Mandanda dans les buts, Pavard à droite, Varane axe droit, Konaté axe gauche, Théo Hernandez arrière gauche, un milieu de terrain composé de Camavinga et Fofana, et évidemment Griezmann dans son rôle hybride. Alors là, je l'ai mis en 10, mais parce que je vous expliquerai aussi pourquoi après. Coman à droite, Mbappé à gauche et Thuram en pointe. On peut commencer par l'attaque. On commence par l'attaque parce que c'est là où on est complètement raccord. C'est-à-dire faire entrer Thuram à la place de Giroud. Pour deux raisons. Un, pour opposer Giroud, mais aussi parce que Thuram, je trouve qu'il a montré des choses intéressantes pendant ces brefs instants sur le terrain. Donc, je trouve que c'est une façon aussi de le récompenser. Coman, à la place de Dembélé, ça me semble le plus évident parce que je pense que c'est le remplaçant. C'est le 12e homme de cette équipe de France. C'est le remplaçant qui est le plus proche de son titulaire. Et bon, Coman, c'est quand même Bayern Munich, etc. Je pense qu'il faut lui donner du temps de jeu et conserver Mbappé et Griezmann parce que ce sont les 2 points centraux de cette équipe de France et qu'on ne peut pas tout chambouler, qu'il faut conserver une dynamique. Mbappé, il a besoin de statistiques. Griezmann, il a encore besoin aussi d'apprendre de ce poste-là. Je pense que ce sera un risque encouru par Deschamps de le mettre sur le banc et de briser une dynamique. Donc, je trouve que c'est intéressant de les conserver. Ouais, et il faut toujours garder quand même un semblant de colonne vertébrale dans une équipe. C'est-à-dire que je me suis replongé dans France-Danemark 2018 et honnêtement, je ne me souvenais pas qu'il avait quand même gardé 5 joueurs, et donc Kanté. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'avais complètement omis ça. Donc c'est important. Griezmann, de toute façon, il ne sort jamais. Voilà. Ce sera, je crois, son 70e match de suite avec l'équipe de France. Il n'est plus sorti depuis 5 ans, donc je pense que ça ne changera pas. Lui, il n'a pas besoin de souffler de toute façon, donc la dynamique est bonne, il faut continuer. Et Mbappé, on en parlera évidemment dans le dernier sujet de l'émission, il est pour le coup en mission et que je pense que le garder concerné, c'est important aussi parce qu'il fait partie de cette génération de footballeurs qui veulent jouer tous les matchs. Voilà. Parce qu'ils sont obsédés aussi par leurs stats. Et je pense que l'obsédé par ses stats, c'est potentiellement une bonne chose parce que s'il marque encore, ça ne fera que conforter sa confiance. Donc pour moi, je ne toucherai pas à Mbappé sur le 3e match face à la Tunisie. Alors, le duo pour accompagner Griezmann à la récupération, moi j'ai mis... Alors, tous les deux, on a tout changé. On a décidé de mettre Rabiot et Tchouaméni sur le banc. Non pas c'est pas du tout une sanction, c'est plutôt pour les reposer parce qu'on va en avoir vraiment besoin en 8e de finale. Et c'est aussi un secteur de jeu où on a tendance à prendre des cartons quand même, donc protégeons-les. Guendouzi, Fofana, j'ai mis moi. Pourquoi Fofana parce que c'est logiquement le 3e homme derrière Tchouaméni et Rabiot, qu'il a été très intéressant au mois de septembre et que je trouve que il est rentré en jeu et que c'est nécessaire là aussi de le récompenser. Guendouzi parce que j'aime bien ce joueur moi et je trouve qu'il amène de la personnalité à ce groupe-là. J'aimerais qu'il en amène dans ces matchs qui sont trop souvent amorphes de l'équipe de France. Souvenez-vous de 2014, de 2016 et de 2018. À chaque fois, le 3e match n'a aucun enjeu pour les Bleus, si ce n'est la première place, mais ce n'est pas un enjeu suffisant. À 3 fois, ce sont des matchs soporifiques. Et avec Guendouzi, on a quand même l'assurance d'avoir un mec qui mettra tout ce qu'il a et qui ne calculera pas. Donc pour moi, c'est intéressant de mettre en tout cas son énergie. Ouais, j'ai longtemps hésité aussi à mettre Guendouzi pour le match des coiffeurs, ce qui aurait fait sens. Mais j'ai basculé en fait sur une association Camavinga-Fofana. Alors pourquoi Camavinga-Fofana? Avec évidemment, j'ai mis Griezmann en 10, mais toujours dans l'esprit d'avoir un Griezmann qui vient donner un coup de main. Parce que je me disais que tant qu'à changer, autant garder les types dans un système qui ressemble à ce qu'ils connaissent. Fofana, dans ce poste-là, à Monaco, il joue aussi entre guillemets axe droit, et Camavinga pour son pied gauche. Voilà. J'ai hésité Camavinga parce que je vois que tu l'as mis aussi, à le mettre aussi arrière gauche. Je vais faire la transition évidemment avec la composition de Martin et évidemment le problème qu'on a arrière gauche. Honnêtement, au début, j'avais couché sur le papier Camavinga arrière gauche et je me suis dit, je sais pas si le jeu en vaut la chandelle parce que, en fait, je me dis que si ça se passe mal, alors je sais qu'il joue à ce poste-là avec les autres matchs, vous savez, les matchs le lendemain
de match de l'équipe de France. Les remplaçants qui n'ont pas joué font des demi-temps de 30 minutes. Aujourd'hui, c'était un club de Ligue 1, de D1 qatari. Mais je me dis que si jamais Didier Deschamps le fait jouer ce match-là et que ça se passe pas très très bien, je pense que, alors évidemment, le risque il est pesé d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il y a un risque énorme de se dire, bah non, mais finalement, on a zéro solution. Donc, j'y préfère garder le secret, pas être sûr. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai préféré faire jouer Théo Hernandez et rester là-dessus et croiser les doigts en se disant qu'il ne se blessera pas. Pour le reste de la défense, Varane, oui, lui donner du temps de jeu parce qu'il en a besoin, mais je ferai jouer Varane une mi-temps ou 60 minutes, voilà, pour vraiment le mettre dans le rythme, parce que lui, il a vraiment de temps de jeu. Je ferai jouer Konaté aussi, parce que je pense que c'est le troisième homme, justement, dans cette défense, et que Upamecano, j'ai l'impression que ça y est. Je sais ce qu'il vaut, donc j'ai envie de voir Konaté aussi dans cette situation-là. Et à droite, évidemment, Pavard, parce que, pour une raison simple, c'est que Koundé a son carton jaune, et alors là, qu'ils viennent prendre un deuxième carton jaune, là, ce serait assez dramatique. Donc là, je trouve que l'intérêt, c'est aussi potentiellement de remettre aussi Pavard dans le bain et d'éviter à Koundé de prendre ce deuxième carton jaune qui le priverait du 8e de finale. Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose, si ce n'est que moi, je ne mets pas Théo Hernandez pour la simple et bonne raison que c'est peut-être le joueur le plus précieux avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann parce qu'il n'a pas de doublure. Donc, pour le coup, ce serait zéro risque. Et tester Camavinga, voir ce que ça donne dans un vrai match. L'opposition face à la Tunisie, normalement, devrait être à portée des Bleus. Donc, je me dis que c'est peut-être un bon match pour tester ça. Je garde la charnière Varane, Upamecano, parce qu'ils n'ont joué qu'un match ensemble. Ouais, ça a du sens. Ouais. Et de toute façon, ce que je dis a du sens, généralement, Maxime. C'est dommage, parce que là, quand je faisais je vais être obligé de te tacler après. Non, mais simplement parce qu'ils n'ont qu'un match ensemble. Ils ne se connaissent pas dans cette configuration-là, en plus à deux défenseurs. Et que c'est peut-être le secteur de jeu qui a besoin de plus d'automatisme, parce que c'est là où c'est le plus dangereux finalement. Donc moi, je les conserve, et Pavard exactement pour les mêmes raisons que toi. Koundé est sous la menace d'une suspension pour les 8e de finale, et ça permet de remettre Pavard dans le jeu, de ne pas le perdre. Le deuxième sujet est lié évidemment au match d'hier soir, France-Danemark, victoire de 1, plutôt convaincante et plutôt pas mal. Et il y a une question qui a été posée à Raphaël Varane en conférence de presse, à savoir, est-ce que l'équipe de France, telle qu'elle a joué hier, dans ce système-là et avec cette projection-là, peut être championne du monde? Alors, Varane a dit bah oui, en gros. Alors, il a mis en garde évidemment sur tout ce qu'il faut, les choses sur lesquelles il faut faire attention, la mentalité, parce qu'il y a du talent, mais il faut garder la bonne mentalité, qu'il était un peu un garde-fou avec les jeunes, mais pour l'instant que ça se passait bien. Et il a dit quelque chose de très vrai finalement, Raphaël Varane. Il a dit bah oui, on est plus en déséquilibre, ça c'est vrai. C'est sûr qu'on se connaît moins aussi, il faut apprendre. Mais finalement, Martin, que cette manière de faire avait peut-être un avantage, c'est-à-dire que cette équipe de France attaque plus, donc les adversaires en face, ils voient les noms et ils voient qui revient par vague, et ça les met plus en danger aussi. Oui, sans doute, et le danger, il est incarné par un homme, qui est Kylian Mbappé, évidemment, qui sans doute est... La France avait rarement eu une individualité aussi forte avant la compétition et pendant la compétition dans des grands tournois internationaux. Donc le principal danger, c'est lui, mais même tout ce qu'il y a autour, c'est plutôt bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, le danger, contrairement à 2018, il vient de partout. C'est-à-dire qu'il vient sur le côté gauche, il vient sur le côté droit, et il vient aussi dans l'axe, où pour le coup, là, ça n'a pas changé avec Giroud. Il vient aussi d'un peu plus reculé sur le terrain avec Griezmann. Et c'est vraiment une équipe de France qui peut piquer de partout, sur toutes les zones du terrain. Alors qu'à l'Euro, le couloir droit était un peu anesthésié. Alors qu'à la Coupe du Monde 2018, c'était le couloir gauche qui était un peu anesthésié. Le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, tu es un tout petit peu moins équilibré, puisque tu avais Matuidi, là, tu as Dembélé. Donc forcément, tu es un peu plus exposé, avec Théo Hernandez en plus. Donc effectivement, est-ce qu'ils peuvent aller au bout comme ça ? Je ne peux pas répondre aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt, et le match contre la Tunisie ne donnera aucun enseignement valable, puisqu'il va y avoir beaucoup de changements, et puis la Tunisie, c'est quand même un niveau en dessous. Ces équipes, elles se forment quand même dans le tableau final. Je veux dire, elles deviennent ce qu'elles sont au final, et à partir des 8e de finale. Ce qui est sûr, c'est qu'il a trouvé une bonne base, Didier Deschamps, et qu'enfin, il a trouvé une solution. Donc ça, c'était primordial. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais c'était nécessaire à au moins la qualification, et puis voire plus. Ce qui a changé par rapport à l'Euro, déjà, c'est que Pogba n'est pas là et qu'on avait une équipe très stéréotypée. En gros, s'il n'y avait pas Pogba en quarterback, il n'y avait pas grand-chose. C'est-à-dire que les actions partaient de son pied, souvent des passes longues, des passes tranchantes. Et cette fois, on a l'impression justement que
Alors, c'est un peu moins vrai parce que Rabiot l'a fait aussi, mais que finalement le danger, il part de partout, sauf presque du milieu de terrain, on va dire, hein, si on devait faire un étalage des forces. Et ce qui est intéressant, dans cette équipe, comme tu dis, c'est évidemment l'opposition, la force de l'opposition qui donnera un peu son visage final, mais j'ai l'impression que cette équipe, si elle est moins forte défensivement que celle de 2018, est une équipe protéiforme. C'est un caméléon, en fait. Et je trouve que le symbole de cette équipe, c'est Dembélé qui avait perdu sa place en 2018 parce qu'il n'a pas été capable de défendre et qu'il a fait les efforts. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera évidemment face à un Neymar, face à un Vinicius, ce que vous voulez, mais n'empêche que ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est un joueur qui est appliqué à défendre et qui attaque aussi. En fait, on est sur une équipe qui a compris qu'elle devait faire plusieurs choses à la fois. Évidemment, le symbole ultime, mais ça on le savait déjà, c'est la personne que vous voyez derrière nous si vous nous regardez en vidéo, Antoine Griezmann. Mais encore une fois, c'est une équipe qui est capable de faire plein de choses, qui et qui va accepter ses défauts, voilà. Mais qu'il va y avoir une manière de compenser cela, parce que on peut aussi se dire qu'en 2018, alors l'Argentine c'est un cas différent, mais imaginez que cette équipe en 2018 se soit retrouvée menée contre l'Argentine, contre l'Uruguay ou contre la Belgique. On ne sait pas, peut-être pas tellement comment elle s'en serait relevée. Là, on a quand même l'impression d'une équipe qui est capable de s'adapter, qui a une force d'adaptation, et c'est ça qui est intéressant. Elle est peut-être moins solide, moins costaud derrière, mais en tout cas, elle a cette force d'adaptation et aussi beaucoup de caractère. On l'a vu aussi bien face à l'Australie que face au Danemark. De toute façon, quand tu perds Matuidi, Kanté ou Umtiti, c'est nécessairement t'es moins armé défensivement. Et le danger, il vient aussi des défenseurs centraux avec Upamecano et des ailes avec Théo Hernandez. Donc vraiment un danger beaucoup plus constant. Après, il y a des limites. Les limites, on les distingue assez facilement. C'est cette charnière qui n'a que 90 minutes en commun, en tout cas à 2 défenseurs, parce qu'ils ont déjà joué à 3, mais à 2 défenseurs. Voilà. Les côtés, avec Théo Hernandez qui est très offensif et qui laisse beaucoup de place dans son dos. Jules Koundé qui est très défensif, lui, et qui prend assez peu son couloir. Ça, ce sont des vraies limites. Au milieu de terrain, Rabiot et Tchouaméni qui eux aussi ont assez peu de vécu ensemble. Donc, il n'y a pas eu un coup de baguette magique de se dire, voilà, ils vont devenir champions du monde tout de suite. Non, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont quand même en avance par rapport à ce qu'on pouvait espérer d'eux. On redit Upamecano, Koundé. Je ne pensais pas les voir à ce niveau-là si vite dans la compétition. Pareil pour les deux du milieu, Rabiot et Tchouaméni, et surtout Rabiot d'ailleurs, pour lequel on avait des interrogations et qui tout de suite est là aussi. Donc, pour moi, ils sont en avance, mais ils n'ont pas encore franchi la ligne d'arrivée. Et il n'est pas interdit de penser que Tchouaméni va élever son niveau de jeu. Pour l'instant, il est quand même plus proche du neutre que du flamboyant. Ouais, mais sa seconde période est très bonne. Ouais, mais si jamais il gagne en consistance et qu'il redevient le Tchouaméni qu'on a vu ces derniers mois, les Bleus ne seront pas mal pour le coup. Évidemment, c'est Kylian Mbappé, 3 buts depuis le début de la compétition, co-meilleur buteur de la Coupe du Monde. Un début de Coupe du Monde plutôt réussi, et surtout, on sent que le type est en mission. Alors, ça a un côté, moi je le dis tout de suite, qui peut m'agacer des fois, mais le problème, c'est quand il marque, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est ça le problème, c'est qu'il est... en fait, il joint la parole aux actes, et il a surtout les actes à la parole, alors qu'il ne parle pas pour le coup, d'ailleurs il faudra en parler après, mais en tout cas il réussit un début de compétition plutôt flamboyant parce que ça fait 3 buts, et surtout il y a un truc que je tiens à dire, moi je suis le premier à critiquer ce qui est devenu le football de stats, etc. Que oui, les buteurs empilent des buts parce qu'ils sont dans des équipes de clubs qui sont beaucoup trop puissantes par rapport aux adversaires, et Mbappé en fait partie en championnat de France dans un PSG qui est surpuissant. Or en Coupe du Monde, là, l'étalon est parfait parce qu'en Coupe du Monde, 7 buts, il est 2e meilleur buteur de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde, et les autres, en gros, depuis au moins 86, il joue 7 matchs avec un système de poule qui est à peu près le même. Donc ce qu'il a fait, encore une fois, c'est remarquable. Et à ce niveau-là, déjà, jugez quand même qu'il est un but de Messi et de Ronaldo en Coupe du Monde, qui ne sont pas des peintres, qui ne marquent pas après le premier tour. Lui, il l'a déjà fait en finale et en 8e, donc chapeau, et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Je ne m'attendais pas à des tombeaux de compliments. Mais moi, je suis juste. Non, mais c'est bien. Je suis quelqu'un de juste et honnête. Moi, ce qui me fascine avec le début de compétition de Kylian Mbappé, mais finalement, c'est ce qu'on voit quand même au Paris Saint-Germain, mais je trouve que c'est exacerbé depuis le début de la compétition, c'est qu'il a cette capacité à croire en lui. Et même s'il est le dernier sur Terre à croire en lui à un moment, c'est-à-dire quand tout se passe mal, quand il fait que des mauvais choix, c'était déjà le cas contre l'Australie, mais c'était encore plus criant.
face au Danemark, même quand plus personne ne croit à lui, même quand tout le monde se retourne et se dit bon bah finalement là aujourd'hui il en fait trop, il n'est pas dans un bon jour, et ben il va trouver alors cet enchaînement fantastique avec Théo Hernandez, il le fait alors que 99,9% des joueurs normalement constitués, mais auraient le pied qui tremble, douteraient. Lui ne doute absolument jamais. Et c'est sa principale force. Et c'est ce qui fait qu'il marque ses buts ou qu'il délivre ses passes décisives en fin de match face à l'Australie et face au Danemark. C'est absolument dingo. Pour moi, il est déjà meilleur buteur quand même de cette Coupe du Monde. Il faut quand même le souligner. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il est complètement dans une sorte de mission, dans un plan, dans une exigence qu'il s'est fixée au début de cette compétition. Rien ne l'en fera dévier. Et du coup, il ne parle pas. 2 fois, il a été élu meilleur joueur du tournoi. Il ne s'est pas exprimé devant la presse. Jamais au détenteur de droit, donc que sont TF1 et beIN Sport. Jamais en zone mixte. Jamais en conférence de presse avec l'équipe de France. Messi l'a fait déjà à plusieurs reprises, Ronaldo l'a fait déjà à plusieurs reprises, enfin tout le monde l'a déjà fait, hein. Les Hazard, les Courtois, toutes les stars, lui ne le fait pas, et ça renforce cette impression qu'il est dans un espèce de, seul dans sa bulle, prêt à porter l'équipe de France le plus haut possible grâce à ses performances et à ce niveau d'exigence qu'il s'est fixé. Mais si je me rappelle bien, Martin, en 2018, il y a un moment, il avait aussi coupé les ponts un peu pendant la Coupe du Monde. Je crois qu'il ne vient pas parler après l'Argentine, de mémoire. Je me souviens plus. Je crois qu'il y a un moment quand même où on dit il ne vient pas parler. Donc je pense que c'est un peu sa façon de faire. Et comme tu dis, s'il était le dernier à croire en lui, il croira toujours en lui. Et on a beaucoup parlé ces derniers jours du départ de Benzema, de l'ambiance, etc. Et je pense à tort de penser que ça a allégé d'une certaine manière, mais c'est pas pour les mauvaises raisons qu'on a entendues ou qu'on peut imaginer. Je pense en revanche que lui, Mbappé, un être normalement constitué va se dire ah ouais, on a plus de chances de gagner si on est tous ensemble. Lui, j'ai l'impression que ça lui roule sur le rable, c'est qu'à de le dire. Il s'en fout, lui. Simplement, il croit que lui peut faire gagner l'équipe de France. Alors des fois, ça peut être exaspérant. Ça l'a été pendant l'Euro, parce que quand il ne marque pas, on a l'impression qu'il surjoue tout. Là, évidemment, il marque, donc ça fait la différence. Et encore une fois, il est vraiment parti dans une mission monde, mission meilleur buteur. En fait, il se dit que de toute manière, Ballon d'Or, il y a tout. S'il est meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'est qu'a priori les Bleus n'en seront pas loin. C'est pas souvent vrai, mais en l'occurrence, il se dit ça tout simplement, et que son bonheur personnel fera le bonheur collectif. Quand on a un joueur comme ça dans une équipe, ça peut être pas évident. Je prends une phrase de Varane tout à l'heure qu'il a dite, où il a expliqué en gros, il faut rester focus sur la mentalité, même si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Il ne s'adressait pas qu'à Mbappé, mais je pense que ça en faisait partie. C'est-à-dire que, ok, il y a du talent individuel, mais c'est pas que comme ça qu'on gagne. Mais encore une fois, il faut être dans un mouvement de balancier avec lui, entre le laisser vivre et par son talent et permettre à l'équipe de France d'avancer, mais parfois lui rappeler qu'il est au sein d'un collectif. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose.